Bonsoir, bienvenue. Nous sommes dimanche, c'est le 7 Info, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Deux invités pour décrypter les grands sujets qui ont marqué cette semaine. Le 7 Info, c'est parti pour le journal du dimanche. Ce n'était qu'un secret de polichinelle. Le professeur Abdoulaye Soma, en politique, c'est fait. Il a lancé ce dimanche un mouvement Soleil d'avenir. C'est un appareil politique donc qui va l'accompagner à la présidentielle de 2020 puisqu'il a été investi candidat. Je prends le commandement national d'une opération populaire et républicaine de modernisation des pensées et des pratiques politiques au Burkina Faso. Par ces mots, le professeur Abdoulaye Soma déclare officiellement sa candidature à la présidentielle de 2020. Porté à la tête du nouveau mouvement politique Soleil d'avenir ce 5 mai, le désormais candidat se dit être la solution pour un Burkina nouveau. J'accepte d'assumer, d'incarner et d'imprimer un nouveau leadership d'envergure nationale. Je consens à m'offrir au peuple burkinabé en solution aux problèmes de clivage et de division qui minent la société politique burkinabé et inhibent le développement progressif de notre Faso. J'irai au bout de cette ambition commune pour permettre le rêve burkinabé. Pour parvenir à ce rêve, il se veut être le candidat d'un mouvement particulier de par sa fondation, ses organes et son orientation idéologique. Il propose un appareil politique doté d'une nouvelle vision et d'une nouvelle génération de politiciens. Il affirme par ailleurs que Soleil d'avenir est un mouvement qui se démarque des autres partis politiques. Plusieurs partis et formations politiques naîtront des frustrations et des désaccords entre personnes dans le mouvement politique qui a hérité du pouvoir post-révolutionnaire. Tel leader se détache pour créer son parti politique en raison d'ambitions gouvernementales contrecarrées par autrui. Tel autre se sépare pour fonder son parti politique en raison d'ambitions électorales frustrées par autrui. Autrui devient en fait un adversaire politique, mais davantage un ennemi personnel. Ces rapports personnels conflictuels sont entretenus par des positions politiques officielles opposées par principe et par un vocabulaire parfois regrettable utilisé pour les exprimer. Telle est l'image majeure de la configuration et de la structuration des grands partis et formations politiques, ainsi que des principaux leaders dans le contexte actuel du Burkina Faso. Il convient d'y remédier nécessairement et durablement par un nouvel appareil politique capable d'arbitrer, d'atténuer, voire de terminer les oppositions personnelles sur le plan politique et les cantonner à des oppositions idéales et idéologiques. Le mouvement ne se réclame ni de la majorité ni de l'opposition. Il se veut un mouvement exerçant dans la neutralité. Parce qu'une réconciliation, une union, une paix dans un contexte de fracture politique profonde comme celui du Burkina Faso ne peuvent être initiées et réalisées honnêtement et durablement que par un acteur qui paraît neutre au problème, central et acceptable par les acteurs importants. Le Soleil d'avenir entend occuper cette position. Après Rochma, Christian Kaboré et Tahirou Barry, entre autres, Abdoulaye Soma est le 5e candidat officiellement déclaré à la présidentielle de 2020. Et voilà donc Abdoulaye Soma qui se lance dans l'arène politique avec Soleil d'avenir. Il est candidat donc à la présidentielle de 2020. Deux analyses politiques sur ce plateau. Ce soir, Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Lionel Bilgo, bonsoir. Bonsoir. Alors, Abdoulaye Soma, c'est vrai qu'on l'a dit, depuis quelque temps, on le sentait venir. Il se lance donc, il fait le grand pas sur la scène politique. Peut-être le bon profil pour le changement générationnel donc, tant souhaité? Le bon profil, c'est un peu prématuré de le dire maintenant. Mais en tout cas, la représentation générationnelle, oui. Dans la mesure où il fait partie, avec Tahirou Barry, de cette classe jeune qui ambitionne remplacer ou en tout cas se tenir prêt en embuscade pour remplacer la vieille garde politique. Donc, à ce titre, oui, il est incontestablement un représentant de la nouvelle génération d'hommes politiques, de la classe politique. Ceci dit, en tant que nouveau venu sur la scène politique et nationale, il va lui falloir faire des démonstrations. D'abord, de compréhension du diagnostic de la scène politique nationale avec
tous les avatars qui sont connus à l'heure actuelle. Et je crois qu'il a commencé cela avec une réflexion sur le paysage socio-politique burkinabé. Il reste maintenant à définir concrètement quelle sera sa stratégie et puis les principales mesures par lesquelles il compte être la solution. On verra bien dans les jours et mois à venir comment est-ce qu'il décline la stratégie de sortie dont le Burkina Faso a besoin aujourd'hui, qui puisse, par exemple, convaincre une partie de l'électorat à son profit. Lionel, constitutionnaliste bien connu, mais c'est vrai, les notions de Sciences Po, il en sait suffisamment, mais derrière, il y a un manteau politique à apporter déjà. Mais la culture politique, est-ce que vous pensez qu'il en a déjà? Non, je rejoins parfaitement Siaka Koulibaly. C'est prématuré de dire qu'il a tel ou tel talent, mais force est de reconnaître que c'est à son crédit, justement, de le féliciter pour déjà cette volonté de changement générationnel dans la politique. Mais je pense que le tout, en fait, n'est pas de se déclarer candidat ou de créer un mouvement politique. Je crois que ça, c'est Ou d'être jeune. Ou d'être jeune. Ça, c'est assez simple. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre du contenu. Effectivement, notre pays est dans une situation assez compliquée où tout le monde, en tout cas, se sent pousser des ailes, où tout le monde se sent capable d'eux. Maintenant, la différence se fera dans le déroulé de ce contenu. Quelles sont les propositions concrètes que ces nouveaux candidats ou ces néo-candidats en politique ou ailleurs propose justement pour sortir le Burkina dans le pétrin dans lequel il est plongé aujourd'hui. Et aussi au-delà de sa jeunesse, au-delà de son audace que je félicite, il est à dire que la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est quel type de Burkina nous devons construire demain. Il a fait un discours en disant que son parti est différent des autres partis. Maintenant, toutes les conférences de presse de sortie de partis politiques, ils le disent tous. Tout le monde est différent. Maintenant, au rendez-vous du débat politique, au rendez-vous de l'analyse du contenu ou de l'offre politique qu'ils font pour sortir le Burkina de l'endroit où il est, puis mieux proposer un nouveau Burkina, redonner de l'espoir et du rêve en fait à l'ensemble de la population du Burkina Faso. Effectivement, on ne fera plus la politique au Burkina comme on l'a fait dans les années 80, on ne la fera plus comme on l'a fait dans les années 90. Il faut un nouveau souffle, il faut une nouvelle dynamique, d'autant plus que bon nombre de Burkinabés, de plus en plus de personnes sont instruits et intéressés à la chose politique. Ça veut dire qu'on ne pourra plus venir raconter des bobards aux Burkinabés. Est-ce que tout ne commence pas par la crédibilité même d'abord des sujets, des candidats? Parce que c'est vrai, on parle d'offres politiques, de contenu, mais en réalité, on sait aussi que sous nos tropiques, ce n'est pas forcément le programme, la qualité du programme qui est voté. Jusqu'à présent, effectivement, les choses ont fonctionné comme ça, où certains paramètres, peut-être pas très rationnels, ont influencé le vote et l'électorat. Mais de plus en plus, nous sommes en train d'évoluer vers une population, une citoyenneté qui a une culture politique un peu plus avancée, qui n'est plus tout à fait aussi amorphe que ne l'ont été les populations les 30 dernières années, par exemple. Donc, on a une population un peu plus à même de comprendre le jeu politique, en particulier à partir des événements des 2-3 dernières années, notamment à partir de 2014. Les Burkinabés sont un peu plus proches de la question politique. Ils suivent un peu mieux le déroulé donc, de l'action politique, l'action gouvernementale, etc. etc. Donc, on a l'habitude de dire que ceux-là qui ont une capacité de lecture, malheureusement, n'ont pas de cas d'électeur. Oui, généralement. Mais comme on le dit, aujourd'hui, la situation est telle qu'il ne suffira plus de ressortir de telle ou telle région pour rafler d'office les suffrages. C'est certain. Il va falloir que, dans le futur, tous les gens qui se seront prononcés comme candidats à l'élection présidentielle définissent de manière exécutive quelles sont les mesures qu'ils vont prendre sur tel ou tel problème qui se pose au pays aujourd'hui. On les entend tous dire, avec nous, la sécurité sera réglée. C'est bateau. On nous entend dire, avec nous, l'économie sera rehaussée. Mais quelles sont les mesures concrètes qui vont être prises? Et c'est à partir de ces mesures que nous allons analyser s'il y a une offre politique raisonnable par rapport à la situation qui se présente, ou voir même si le candidat comprend effectivement la situation qui se présente aujourd'hui. Et ça, jusqu'à présent, on ne les a pas encore. Et c'est là où il faut exhorter donc, nos candidats à expliquer dans le détail des mesures comment est-ce qu'ils comptent mener l'action gouvernementale pour résoudre la question de la sécurité,
résoudre la question de l'économie, résoudre la question du climat sociopolitique, par exemple, avec l'administration publique qui est en ébullition, etc., etc. Quelles sont les mesures technocratiques qu'ils vont proposer pour régler ça, de sorte que d'ici mi-2020, on ait une carte idéologique, politique pour chaque acteur, permettant de le distinguer des autres candidats. Pour l'instant, on n'a pas tout ça. Des mesures surtout révolutionnaires, hein, parce que là, oui. il sort quand même... Et parmi, au-delà des mesures révolutionnaires, même des candidats, il y a aussi qu'il faut que nous réfléchissions au Burkina Faso à comment réorienter la déclaration aux élections présidentielles, les partis politiques qui se créent, etc. Il ne faudra pas que ça devienne une caisse de résonance de gains financiers. On sait que pour être candidat au Burkina Faso, il faut déposer une certaine somme et qu'une fois que vous êtes enrôlé dans l'appareil de campagne, vous avez une rétribution de la part de l'État ou une mise en disposition d'une certaine autre somme. Donc dans un jeu de calcul rapide, certains pourraient voir dans la chose politique du business. Et il faut éviter cela parce qu'on est dans une situation tellement grave aujourd'hui qu'il n'est pas question que quelqu'un vienne faire du business sur les larmes ou sur le dos des Burkinabés. Au-delà de ça, j'ai vu une image là tout à l'heure, c'est les chefs coutumiers. Moi, je crois qu'il faut regarder ça de près. Et de mon point de vue, et ça n'engage que moi, je pense que les chefs coutumiers en politique ou dans la politique, c'est une bombe à retardement. C'est là aussi qu'il faut trancher, hein, c'est avec les pratiques habituelles qu'on a l'habitude de voir. Voilà, il faut trancher avec les pratiques habituelles. Le chef coutumier est garant de nos traditions, de notre culture. Il devrait s'y cantonner, c'est déjà beaucoup de travail que de s'immiscer dans les choses politiques qui pourraient diviser la société. Parce que quand la société est divisée, c'est vers eux qu'on repart pour demander à ce qu'ils recollent. Ils aident à recoller les morceaux. Mais si eux-mêmes sont politiquement cartographiés et engagés, on se retrouve avec une espèce d'absence en fait, de mousse en bas pour soutenir les conflits qui pourraient arriver du fait du politique. Et donc pour moi, les bonnets rouges en politique, il faut y penser et peut-être régler cette question une bonne fois pour toutes. Le défi pour ces jeunes qui se lancent justement dans l'arène politique actuellement, c'est aussi sûrement le défi de la crédibilité. Parce qu'effectivement, comme dit, l'environnement politique, c'est un environnement assez décrédibilisé. Pour ces jeunes qui viennent, c'est d'abord ce défi-là de la crédibilité aux yeux de l'opinion qu'il faut relever. On parle de Tahirou Barry, aujourd'hui le professeur Soma, mais il y a bien d'autres jeunes, Alassane Sankara, etc. C'est vrai que ce changement générationnel, il faut commencer à avoir des jeunes surtout de qualité, mais crédibles aussi. Oui, mais la crédibilité peut se créer effectivement. Pour des acteurs comme Tahirou Barry, on sait qu'ils ont déjà pris part à l'exercice de la course présidentielle. Ils savent donc un peu comment se passent les choses, qu'est-ce qu'il faut faire avant, etc., etc. Les nouveaux, comme professeur Soma Abdoulaye, doivent concevoir tout nouvellement, faire une implantation, même s'ils ont quelques avantages liés au contexte dans lequel nous sommes, qui a besoin d'un remplacement, un renouvellement, je veux dire, de la classe politique, mais aussi des solutions nouvelles à ce qui se passe comme une situation aujourd'hui dans le pays. Donc, s'ils travaillent bien sur ces différents aspects, ils peuvent arriver à creuser leur sillon dans l'ensemble donc du paysage qui se présente aujourd'hui. Donc la crédibilité, n'ayant pas pris part aux mouvements politiques passés, n'ayant pas pris part aux différents gouvernements, ils sont... Elle est à construire. Elle est à construire, mais ils ont une sorte de feuille blanche, de feuille vierge, sur laquelle il va falloir donc remplir avec du nouveau, mais aussi du crédible, comme vous le dites. Donc c'est à eux de partir des zéros, et non pas des moins 5 ou moins 6, comme d'autres qui ont déjà grillé leurs cartes dans les expériences passées. D'accord. Retour sur Actu. Abdoulaye Soma veut conquérir le palais présidentiel de Kossiam. Le CDP, lui, veut reconquérir le palais de Kossiam. Et pour cela, le président Edi Komboïgo compte beaucoup sur les femmes de son parti. Elles ont sonné la mobilisation générale ce week-end à Ouagadougou. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, elles se considèrent comme la pierre angulaire. C'est donc de bon ton que les femmes du CDP se convainquent que la victoire en 2020 repose sur leurs épaules. C'est l'heure de la mobilisation des responsables des structures pour peaufiner les stratégies de reconquête du pouvoir. Le mot que nous avons adressé, c'est que nous allons bientôt maintenant nous mettre en ordre de bataille
dans les différentes structures géographiques à travers nos provinces et à travers nos régions et que nous attendons des formations, nous attendons des échanges avec les femmes pour être sûrs que là où nous intervenons, c'est vraiment dans le sens de la résolution des problèmes des femmes. Elles sont venues des 45 provinces du pays. Un remue-ménage qui intervient pour la première fois depuis la tenue du dernier congrès du CDP. Un engagement salué par le président du parti. À vous voir s'immobiliser, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Prêts pour la bataille de 2020. Prêts pour Kosiam, prêts pour les députations, prêts pour les mairies. Femmes du CDP, êtes-vous prêtes? Femmes du CDP, êtes-vous prêtes? Allez dire aux oppositions de l'extérieur comme de l'intérieur que les femmes du CDP se lèvent comme un seul homme pour avancer. Allez leur dire, rien, je dis bien rien, rien n'arrêtera la marche victorieuse de notre parti vers Kosiam et vers l'Assemblée nationale et l'ensemble des mairies du Burkina. Et Dikomboego, qui a effectivement reconnu la place ô combien importante de l'autre moitié du ciel au sein du parti, a exhorté au travail et à leur autonomisation, gage de victoire aux prochaines batailles électorales, a-t-il ajouté. Voilà, lui, c'est un autre jeune, peut-être moins jeune que le professeur Soma et Tahirou Barry, mais qui est déjà bien engagé sur la scène depuis un certain temps et qui espère aussi ramener son parti au pouvoir en 2020. Tout à fait. Donc on le sait, ici, Edi Kombouego bénéficie de l'expérience d'un parti qui a une longue expérience derrière lui et surtout d'une structuration déjà éprouvée, avec un parti qui a été pendant longtemps le seul parti à mesure donc d'occuper toutes les circonscriptions, toutes les localités du pays. Il reste à lui, comme d'ailleurs les deux autres dont nous avons parlé déjà, à imaginer comment à partir des acquis déjà existants au niveau du CDP pour répondre aux besoins du jour. Il va sans dire que le CDP ne va pas remporter tout d'un coup donc, cette présidentielle. Peut-être qu'il fera un bon score au niveau des législatives, mais pour la présidentielle, il va falloir répondre aux mêmes problématiques qui se posent pour tous les candidats aujourd'hui, y compris celui qui est déjà à la tête du pays. Comment on ressort de cette situation où on se trouve aujourd'hui, qui est due pas seulement à un individu, à un parti, mais à un ensemble donc, de paramètres qui se sont enchevêtrés à partir des événements de 2014 pour donner la situation qu'on a aujourd'hui. Et il faut que les leaders politiques qui ont l'ambition de diriger l'État nous aident à détricoter les mailles qui ont envoyé sur cette situation-là et surtout comment on en sort. C'est comme si nous étions dans un labyrinthe et il faut trouver le chemin pour en sortir. Le peuple a besoin de guide. Exactement. Les gens aujourd'hui sont en attente de ce Messie-là, de ce Deus ex machina, qui va venir nous dire voilà comment est-ce que je propose qu'on s'en sorte de cette situation-là. Et malheureusement, cette préoccupation me semble venir en second plan pour les acteurs politiques qui sont plus préoccupés par l'acquisition du poste et peut-être nous dire un marché comme on verra, quand je serai à la tête, je vais vous faire sortir de la situation, sans dire exactement comment on le fait. Pour 2015, on dira peut-être que la situation sécuritaire nous a quelque peu surpris, mais pour 2020, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Alors Lionel, comme on l'a dit, pour le CDP, là aussi, c'est un jeune depuis déjà quelques années qui se positionne et qui a peut-être on peut lui accorder ce mérite d'avoir remobilisé le parti, d'avoir donné encore confiance et qui, visiblement, a le cran, a l'audace de foncer. On le sent à travers ce discours, mais derrière, là encore, il doit falloir aller au-delà de cela pour sortir une proposition qui puisse effectivement nous sortir d'affaires. Oui, parce que nous, on se retrouve à commenter des rencontres, entre guillemets, folkloriques, ce n'est pas une insulte, mais c'est dire que c'est des meetings ou des conférences de presse. Alors que le débat de fond, la vraie question aujourd'hui au Burkina, ce n'est pas le où, c'est le comment. Le comment on s'en sort. Et curieusement, peut-être c'est comme s'ils sont tous en panne d'idées, on ne sait pas trop, mais quand on leur pose la question, ils vous disent
Attendez le moment, parce qu'on ne va pas dévoiler tout de suite nos stratégies au risque de se faire voler les idées. Non, finalement... mais parce que la méthode en fait, politique ne change pas de la méthode d'avant. Il y a le docteur Guy Yogo dans une tribune parue au Pays qui disait qu'il faut totalement réinventer une nouvelle manière de fonctionner, y compris de faire la politique en s'appuyant sur nos principes endogènes. Et là, on a toujours la même manière de faire la politique. Qui est du MPP. Et, voilà, et on a les mêmes fondements politiques et on ne se retrouve pas dans quelque chose de nouveau. Et donc, par contre, Edy a quand même une fronde, d'abord en termes de conquête du pouvoir, mais une fronde en interne. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, sur ces images, on ne voit pas une partie des ténors du parti. Donc, il a deux gros boulots à faire, lui, non seulement de maintenir... Des femmes, hein. Oui, d'accord, mais il y avait quelques hommes aussi. Non seulement de rassembler les morceaux au sein de son parti, mais aussi d'aller à la conquête du pouvoir. Et effectivement, vous dites bien, nous, on aimerait avoir le comment chacun ferait pour sortir le Burkina de la lornière dans laquelle il est. C'est maintenant qu'il faut poser ces débats de fond au lieu d'attendre forcément la campagne. Je pense que c'est maintenant, et il n'y a même pas une question de la rhétorique qui fait dire que s'ils le font maintenant, ils ne vont pas dévoiler leur stratégie, mais personne ne peut mieux réaliser votre stratégie à votre place. Il n'y a même pas de plagiat possible. Chaque candidat, et d'ailleurs, s'il y en avait, nous le dirions puisqu'on vous aura vu, et ça disqualifie automatiquement celui qui plagie. C'est maintenant qu'il faut que Soma nous dise, dans le domaine de la santé, voilà ce que je propose de nouveau, qui n'avait jamais été expérimenté ou existé, voilà la quantification et voici la qualification que nous en tirons au lendemain de mon mandat. Toutes ces questions sont à poser à chaque candidat, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont arrivés avec un programme qui, pour ma part, m'a laissé sur ma faim, parce que ce programme, en termes de quantification, n'était pas clair. Et donc, il faut que tous les candidats aux élections, aujourd'hui, nous disent quel est leur plan stratégique et surtout comment ils financent leur propre programme d'abord et comment on s'en sort. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut nous donner à décortiquer. Après, si on va... Là, on n'a même pas été capable de parler de l'homme parce qu'on vous dit qu'on ne le connaît pas. Il faut attendre de voir ce qu'il va faire. Mais par contre, s'il nous avait donné ne serait-ce qu'une petite partie de son programme quantifié et qualifié, nous serions été... Un peu comme le jeune Sénégalais qui est un peu surpris là, Ousmane Sonko. Mais je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui d'ailleurs de sortir. Il faut sortir en conférence de presse, sachant que les journalistes sont courtisés de part et d'autre, et donner la quintessence, la réalité de son programme dès la conférence de presse, quitte à défendre ce programme au fur et à mesure dans le temps. Et donc, je pense que c'est un raccourci. Je pense que chacun veut être président sans savoir ce qu'il va offrir aux Burkinabés en 2020. 2020, c'est demain. Hein. La réalité, c'est ça, c'est qu'ils n'ont rien à proposer aux Burkinabés. Oui, je crois. Ça dit que vous avez bien fait de soulever le cas de Sonko. Ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'on a l'impression que les anciens paramètres de l'élection burkinabé vont encore jouer sur l'appartenance régionaliste de tel ou tel. Mais aujourd'hui, les attentes sont telles que quelqu'un peut faire son trou et suffisamment confortable en déclinant de manière précise ce qu'il va faire s'il était élu. Il faut une approche audacieuse. Il faut une approche différente, justement, de ce qu'on est en train d'expliquer. Si un acteur politique, candidat à la présidentielle, dit le 26 décembre, une fois que je suis élu, j'adopte tel décret, je soumets telle loi à l'Assemblée nationale, etc., vous verrez que les choses vont changer dans la perception que les populations auront de lui. Ça va changer immédiatement parce qu'on dira, bon, c'est vrai qu'un tel n'est pas de telle zone, etc., mais ce qu'il propose n'est pas à rejeter. Et progressivement, vous verrez qu'une partie de la classe politique, une partie de l'opinion va basculer. Et dans les sondages, cette personne peut faire un trou qui serait conséquent par la suite. Mais il faut oser à ce niveau-là. Mais s'il faut continuer à dénoncer les travers de la politique passée, en disant oui, il faut une nouvelle solution, sans dire exactement quelle est cette solution, il faut des jeunes, etc. Mais les jeunes, ce n'est pas forcément un comprimé miracle. Dans la mesure où on sait aujourd'hui, avec les derniers événements, que justement cette classe jeune n'a pas reçu les rudiments de la politique comme les aînés l'avaient reçu de leur C'est là aussi qu'il faut craindre. Hein? Du coup, ça pose un sérieux problème à ces gens-là, d'où un surcroît de travail à leur niveau pour démontrer en quoi concrètement ils sont différents de la classe passée. Et ça, on l'attend encore.
On l'attend, en tout cas, Lionel. Il ne suffit pas d'être jeune, effectivement. Il faut faire très attention avec cette utilisation du mot jeune à outrance et dans toutes les sauces au Burkina comme ailleurs. Aujourd'hui, ce dont le pays a besoin, c'est en plus de la jeunesse, de la vision. Quelle vision avons-nous en tant que jeunes pour le futur? Des jeunes visionnaires, à l'image de Thomas Sankara, par exemple. Tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez le politique actuel à fabriquer des jeunes avec leur propre tare à eux. Donc, il y a eu d'une certaine manière une espèce d'hérédité du tard politique passé. De reproduction mécanique, voire même consciente, hein, franchement. Dans les années 90, etc., le politique a cessé de former idéologiquement la jeunesse. On allait en politique parce que c'était un gagne-pain, on allait en politique parce que c'était pour des postes, on allait en politique parce que le mentor a dit ci, ça. Et ce système de mentorat a créé une jeunesse complètement asexuée intellectuellement, qui n'avait pas cette capacité de réfléchir par eux-mêmes. Ils ne juraient, ils n'applaudissaient que parce que le mentor a dit et a fait. C'est une première fois au Burkina qu'un jeune engagé dans un parti politique, nommé dans le gouvernement burkinabé, rend sa démission et sort. Et il l'assume, quelles que soient les raisons. Il y a pourtant des exemples, l'Afrique du Sud avec Julius Malema, par exemple. Oui, mais le problème du Burkina, c'est qu'il faut sortir de ce mentorat-là. Et j'espère que cette jeunesse-là qui commence à s'engager en politique et qui se prête candidat ne sont pas les marionnettes d'un mentor politique caché ou camouflé quelque part. Parce et qu'il y a une réalité. On a vu aussi à l'approche de la présidentielle de 2015, des jeunes qui sont sortis tout de suite, qui ont créé le parti, qui ont participé à la présidentielle, mais qui se sont très vite retrouvés... Après, on sait que c'est pour faire peut-être les jeux de l'alliance, des alliances au second tour. Par exemple, on crée des partis politiques et on met des avatars dans ces partis politiques. Et au moment d'aller au second tour, on voit les alliances qui se rallient parce qu'ils ont pu conquérir 2 villages, 3 régions, etc. C'est toujours des électeurs à gagner. Et j'espère que le jeu qui se dessine là, avec ce rajeunissement du service politique au Burkina, n'est pas lié justement à cet art-là. On l'espère bien. Alors, on va poursuivre avec le prochain sujet. Il y a le CDP, justement, qui veut revenir au palais présidentiel. Il y a le MPP qui veut rester là. Et dans le cadre de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, il dénonce ce qu'il appelle de l'agitation politicienne frénétique de l'opposition. Stop à l'agitation politicienne. Le message de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, est clair et son destinataire est aussi connu, le CFOP. Pour l'APMP, l'opposition serait déjà dans une ambiance électorale pour faire fi des questions brûlantes de l'heure. La majorité présidentielle constate depuis un certain temps une montée d'adrénaline et une fébrilité dans les rangs de l'opposition, et qui s'illustre par les graves dérives verbales de certains chefs de parti. Nous, majorité, voudrions dire qu'il n'est pas bon de plonger trop tôt notre pays dans une agitation politicienne frénétique, au risque d'oublier qu'il fait face à des drames au quotidien nourris par les attaques terroristes contre nos FDS et les populations. Bientôt, opposition et majorité devront se retrouver autour du chef de l'État pour discuter sur ces questions d'intérêt national. Cependant, la majorité affirme ne pas comprendre la méfiance de l'opposition vis-à-vis de ce dialogue politique au point d'exiger des préalables. Quand le CFOP parle des préalables, c'est pour dire qu'il faut transformer ce dialogue en une sorte de conférence nationale souveraine. Il rentre dans un schéma ad hoc dans lequel on met en parenthèse les institutions de la République pour s'avancer vers une gestion de crise de la situation. C'est là, par contre, nous disons non. On ne va pas au Burkina où se trouve vraiment une panne des institutions, un blocage institutionnel, une crise des institutions, pour qu'on envisage ce type de schéma dans un dialogue politique. Le gouvernement aurait manqué de fermeté dans le bras de fer qu'il opposait au syndicat du ministère de l'économie, des finances et du développement Minefid. C'est la principale critique d'une partie de l'opinion publique qui ne cautionne pas la décision du gouvernement d'accorder des primes aux agents du Minefid. Mais pour l'APMP, il y avait nécessité à négocier et elle appelle les autres syndicats à la compréhension. Pourquoi il ne fallait pas négocier? Ça veut dire quoi? Donc, il fallait attendre qu'on ne puisse plus payer les fonctionnaires, qu'ils soient dans la rue, qu'il y ait une insurrection populaire. Les primes qu'on accorde, c'est pour les accompagner, parce que quelque part aussi, on se dit, s'ils ont pris des prêts
sur la base de l'ancien FC. Bon, c'est parce que aussi on leur a accordé ce FC par des textes qu'ils ont pu prendre des prêts. Donc, quelque part, on ne peut pas aussi les yeux fermés dire on s'en fout, débrouillez-vous. Maintenant, s'il y a un radicalisme outrancier qui fait dire on a donné 5 francs à lui, et moi. Et même les autres agents, vous allez voir que par ministère, il y a des avantages qui ont été concédés, soit sous forme d'indemnité spécifique ou autre, que des autres agents n'ont pas. Mais si on va raisonner comme ça, je vous assure, on va se scléroser. On va faire péter la nation. L'autre sujet qui a pu bien intéresser l'opinion publique ces derniers jours, c'est la main tendue de Blaise Compaoré au président Roch-Marc Christian Kaboré. Devra-t-il la saisir? Sur la question, les alliés du parti au pouvoir pensent qu'il y a d'abord des questions à se poser. Nous ne disons pas a priori non, parce que tant qu'un Burkinabé dit « moi j'offre mes services », pourquoi on va dire non? Voilà. Alors, et maintenant, question, nous sommes agressés depuis 3 ans. Il savait bien qu'il pouvait nous aider, mais n'a pas fait son offre. Un jour, voilà que Roch dit, vous savez ça là, c'est clair, c'est ces gens-là aussi qui, par ceci, par cela, et ils se disent, ah, mais j'offre maintenant mes services. Ce n'est pas un aveu quelque part. Moi, je crois. Tout en réaffirmant la position du gouvernement de n'avoir aucune intention de négocier avec les groupes terroristes, la PMP juge les informations relayées sur le sujet par le média Africa Intelligence moins étayées en preuve pour être prises en parole d'évangile. Et voilà, Lionel, on est encore là dans les débats qui forcément n'intéressent pas les Burkinabés. Les questions de fond sont toujours ignorées par cette classe politique. Là encore, on voit que la question de fond est ignorée, mais pire, il y a une espèce d'insulte à l'intelligence collective, parce que ce qui est dit là est quand même assez grave, du fait on négocie avec les salariés du Minfid, après avoir enrayé la machine et avoir fait perdre au Burkina près de 300 millions. Et donc on se dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. En fait, il y a des gens qui sont assis, des nombrilistes, qui se croient indispensables au Burkina, alors que nos cimetières sont remplis de gens indispensables, et qui jouent avec les nerfs des Burkinabés, juste pour après aller négocier et dire c'est bon, on s'amusait. En fait, en réalité, c'est ça. Pendant ce temps, nous, entrepreneurs, nous n'avons pas pu régler nos devoirs vis-à-vis de l'administration financière comme il se doit. Pendant ce temps, le Burkina a perdu en recettes parce que des gens ont grévé pour défendre leurs intérêts, pour qu'après, on vienne faire une reculade et sans honte le dire clairement. Voilà, c'était un essai, on a reculé. Et là, c'est quand même grave. On est dans un pays quand même qui est plongé dans une situation quand même difficile pour qu'on se mette à faire des ballons d'essai au point de mettre à mal non seulement la cohésion sociale, mais également de ruiner totalement l'économie du Burkina Faso. Après, c'est pour inventer des taxes sur les produits de consommation de première nécessité, et pour combler en fait ce déficit-là. Cheikh Koulibaly, ça repose le problème de l'offre politique et toute la consistance qu'on y met dedans, toutes les directives qu'on donne et qu'on reste aussi constant dans la vision, dans la mise en œuvre du programme politique qu'on a proposé au Burkinabé. Oui. Autant pour les nouveaux venus dans la course à la direction du pays, les anciens également présentent cet art-là de ne pas porter d'attention au modèle politique qu'ils sont en train de mettre en œuvre, qui doit présenter une certaine cohérence, de sorte à ne pas être ballotté par les événements. Ce qui est le cas du gouvernement actuel, c'est de ne pas avoir une ligne très claire qui soit cohérente du point de vue philosophique, idéologique, politique et programmatique. Donc, lorsqu'il y a un problème au niveau de l'administration, à partir du moment où ils n'ont pas une vision cohérente de toute cette question-là, ils ne savent pas exactement quelle réponse il faut apporter à la situation. D'où ce qu'on vient de voir dans le cadre du Minefid, avec cette avancée et reculade que le gouvernement a opérée, avec les pertes énormes en termes de recettes fiscales qui ont eu lieu avec cette situation-là. Donc, c'est pour ça que, au vu de tout cela, nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de donner une sorte de canevas à tous les acteurs politiques, lorsqu'ils ont l'ambition de vouloir briguer les destinées de la nation,
de pouvoir répondre à ces canevas-là. À tel niveau, voici ma perception des choses, à tel niveau, voici ma perception, à tel niveau, je dirais ceci, etc., etc. De sorte à ne pas se retrouver en train juste de vouloir prendre l'appareil d'État, sans savoir exactement comment on répond aux différents problèmes qui se posent quand on a à la gestion de l'État. Et si on n'arrive pas à le faire, et là c'est pourquoi je reviens sur la position de la PMP sur l'offre de dialogue politique qui a été faite et les retours de l'opposition. C'est vrai que c'est le pouvoir qui a proposé donc, ces dialogues politiques, donc qui entend lui donner un certain contenu. Mais on s'est dit, un peu comme l'opposition l'a souligné, l'heure est telle qu'il serait bon de profiter de cette offre que le gouvernement fait pour en même temps traiter certaines grandes questions qui pourraient servir pour l'avenir définitivement. Et là, je crois que le gouvernement gagnerait également à entendre, je ne dis pas de mettre en œuvre ce que les autres proposent, mais au moins à entendre qu'est-ce qui peut se dire de part et d'autre. Parce que partout, quand vous discutez, vous entendez les gens dire oui, au lieu d'aller soutenir, au lieu d'aller faire des propositions, vous êtes en train de critiquer. Mais quel est le cadre pour faire les propositions? C'est justement le dialogue politique qui devrait permettre cela. Mais s'il est perçu comme juste un moyen de parvenir à réduire la tension sociale et la tension politique, en ce moment, on ne résout pas le problème du fond et les questions qui sont là, des questions de fond, vont continuer à miner donc, l'existence du Burkina Faso et on ne sortira jamais de la situation où on se trouve aujourd'hui. En tout cas, ça pose un sérieux problème, hein, Lionel. On parlait tout à l'heure de vision, on revient à cette question. Et la vision derrière, ça suppose aussi de la fidélité à l'engagement qu'on a pris vis-à-vis du peuple dans la mise en œuvre du programme, justement. Vous voyez, Aubin, on revient totalement à notre premier sujet sur la présentation d'un programme politique clair, quantifié et qualifiable. Parce que le MPP a pris le pouvoir avec un programme que je qualifierais de théorique. Et au moment où ils ont le pouvoir, au moment de la jouissance du pouvoir, ils se sont mis à dérouler un agenda opérationnel qui n'a pas trouvé l'assentiment populaire. D'où ces blocages. Parce qu'au moment des élections, le peuple adhère à un programme. En donnant leur voix à tel ou tel candidat, on adhère à son programme. Et donc, on accepte les sacrifices que son programme engage. C'est pour ça que les partis politiques et les responsables de partis politiques doivent montrer patte blanche en présentant clairement leur programme de façon quantifiable et qualifiable, surtout dans le processus de campagne électorale, en acquiesçant le désir de participer des populations à ce programme-là. Parce qu'une fois élus, au moment de dérouler ce programme, viennent les difficultés et les blocages. Oui. Personne n'avait compris que quand le MPP prendrait au pouvoir, le fonds commun allait être supprimé. Si c'était dit au moment de la campagne électorale, si c'était inclus dans leur programme politique de façon claire et nette, discuté et débattu dans les programmes médiatiques, on ne serait pas là avec tout ce temps-là. Donc je pense que la question du contenu et du programme et de la vision que ces candidats ont pour le Burkina est primordiale et fondamentale. On ne fait plus la politique aujourd'hui juste pour faire la politique. Nous, on ne dort plus avec la musique de Beethoven. On vit dans la réalité crue du Burkina, une réalité très difficile, un pays avec pléthore d'avantages, mais qui n'arrive même pas à s'en sortir. Parce que tout simplement, le politique ne pense qu'à se servir plutôt qu'à servir. Oui, et Siaka, là, il a évoqué là, Clément Savadogo, la question du dialogue politique. Et il ne comprend pas trop les préalables de l'opposition. Est-ce que là, la majorité présidentielle ne craint pas un peu le schéma malien, c'est-à-dire on se retrouve à une situation à partir du dialogue politique où on dissout un gouvernement, on forme un gouvernement de large rassemblement comme ce qui vient de se passer justement au Mali. On a vu que Tchéblé Dramé, qui était un opposant dur, qui était directeur de campagne de Soumaïla Cissé, l'opposant, se retrouve là comme ministre des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Ce qu'on pense ici, c'est que le scénario malien, le gouvernement burkinabé a toujours eu peur de ce scénario, dès le début, parce que c'est ce qui l'a amené à avoir une certaine approche de la question de la réconciliation nationale. Il se disait que si on fait effectivement cette grande messe au cours de laquelle on discute des grands sujets avec force exécutoire des décisions qui seront prises, automatiquement, eux, ils auraient des limites dans la gestion du pouvoir d'État. Donc, ils ont eu peur effectivement de ce scénario-là. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce que l'acuité de la situation dans différents domaines cruciaux, comme la sécurité, l'économie et le social, ne sont pas suffisantes pour convier les ressources humaines du pays afin donc d'essayer de recréer un nouveau contrat social
et donner, et c'est le gouvernement lui-même qui serait bénéficiaire de cela, parce que le mandat n'est pas encore remis en cause, c'est de lui donner un nouveau contrat social qui permettrait déjà, pourquoi pas, de dire, oui, on suspend telle ou telle revendication pour le moment, etc. Tout cela peut se discuter dans le dialogue politique. Malheureusement, le gouvernement a une crainte de ce type de situation et ne veut pas du tout y aller. Ils ont fait une offre par la voix du chef de l'État, mais qui était une offre assez réduite, parler de la sécurité, de le référendum et le code électoral. On trouve que c'est quand même bien limité par rapport à l'angoisse, aux besoins pressants à l'angoisse qu'il y a aujourd'hui par rapport aux grandes questions. Si on dit sécurité, qu'est-ce qu'on fait exactement? On ne sait pas. Derrière ce dialogue politique qui devrait aboutir aussi à la réconciliation nationale. En tout cas, il y a eu cette sortie du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le Ashkroun qui assume désormais la justice transitionnelle, c'est ce qu'il faut pour parvenir à la réconciliation nationale. Pour le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, la justice transitionnelle reste la meilleure option des Burkinabés pour parvenir à un véritable apaisement des cœurs. Ce qui nous séduit en cette vision-là, c'est qu'elle est réparative. La justice transitionnelle, quand vous arrivez vraiment à convaincre ceux qui ont offensé de venir se confesser, de venir reconnaître leurs fautes, vous voyez qu'une fois que la victime a pardonné, c'est fini. Et le fait d'avoir opéré comme ça lui donne des raisons de vouloir travailler pour se réinsérer, pour redevenir un citoyen fréquentable comme tous les autres. Ça, c'est quand même une différence qui est très, très, très fondamentale entre les deux justices. Il y a une qui est, bon, j'allais dire punitive, mais l'autre qui essaie quand même de récupérer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment des personnes qui soient considérées comme des parias, finies, la société ferme les yeux sur elles parce qu'elles ont commis une faute. Pour mieux justifier sa vision, le Ashkroun dit s'être inspiré de l'expérience de certains pays comme la Tunisie et le Rwanda. L'institution de Léandre Bassolé évoque également les écueils de la Journée nationale du pardon instituée le 30 mars 2001. On a payé de l'argent. Il y a beaucoup qui ont accepté pour des raisons diverses d'être indemnisés pour la perte de parents, etc. Et on peut vous dire que parmi les dossiers que nous avons, il y en a qui ont été en quelque sorte indemnisés et tout, mais qui reviennent, qui disent non, bon, on n'était pas dans telle situation et tout. Bon, nous l'avons fait, malheureusement ça nous rattrape. Pourquoi est-ce que ça a été un échec, cette première tentative de réconciliation? C'est certainement, nous, à notre avis, cela doit être relié à ce que je disais. Il n'y a pas eu certainement un accent qui a été mis sur la partie manifestation de la vérité. Selon le Ashkroun, le traitement de certains dossiers à sa charge sont presque bouclés. Il s'agit, entre autres, des dossiers du syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, de l'Association nationale des travailleurs déflatés, issus des privatisations liées au plan d'ajustement structurel, des décisions de justice, du foncier, des députés de la législature 2012-2016. Certains dossiers individuels ont trouvé leur aboutissement. C'est le cas des 156 dossiers des femmes de l'Egmalogo à Bobo-Dioulasso, dossier que nous considérons désormais clos. Le dossier des militaires radiés de 2011 serait également dans une phase d'achèvement. Cependant, le Ashkroun invite les autorités étatiques à se pencher sur ces difficultés financières et logistiques qui risquent de compromettre l'aboutissement de sa mission. Chaka Koulibaly, là, c'est un pas de franchi. Il fut un moment où parler de justice transitionnelle, c'est prendre des risques. Donc d'être critiqué, c'est comme si on demandait la consécration de l'impunité, on demandait le retour de Blaise Compaoré. Oui, tout à fait. Donc c'est bien heureux que le Ashkroun parvienne déjà à déployer une vision claire de ce que cette institution entend donc de la réconciliation, puisque c'est ça son objet principal. Pendant longtemps, on ne savait pas exactement quel serait le format de cette réconciliation. Donc aujourd'hui, on a une approche bien précise qui est la justice transitionnelle. Mais je crains que le Ashkroun n'ait pas suffisamment étudié
la justice transitionnelle, peut-être que la dimension méthodologique a été bien adoptée, mais le contexte politique et social dans lequel on administre la justice transitionnelle doit être visité au regard de l'histoire. Et quand vous regardez les exemples réussis de justice transitionnelle, il y a des éléments qui manquent au Burkina Faso pour les appliquer. Il s'agit des cas de l'Afrique du Sud et du Rwanda. Ce sont les deux seuls exemples réussis qu'on peut citer aujourd'hui. Même si jusqu'à présent, ce n'est pas tout à fait voilà, le cas. Même là. Mais on sait que dans ces deux situations, il y avait une personnalité politique dominante qui a réussi à imposer une vision de cette réconciliation, de ce pardon, de cette justice transitionnelle-là, pour en faire un élément de stratégie nationale. C'est-à-dire qu'on règle les problèmes du pays par la justice transitionnelle afin de relancer le pays sur une voie de développement, etc., etc. Il faut un leadership. Il faut un leadership. Les deux exemples manqués, où on n'a pas eu le leadership recherché, c'est la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Vous savez que ces processus-là sont en cours toujours jusqu'à aujourd'hui, mais n'ont pas abouti à une véritable réconciliation des fils du pays. Bon, le cas tunisien qui est évoqué, il faut le dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une forme de réconciliation par des accords qui ont été adoptés par les différentes parties, mais la situation socio-économique est telle aujourd'hui, avec des grèves et des insurrections par région, une instabilité politique, qu'on ne peut pas considérer la Tunisie comme vraiment un exemple réussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dans notre contexte au Burkina Faso, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que cette option de réconciliation, qu'est la justice traditionnelle, comment est-ce qu'on peut l'adapter en n'ayant pas les paramètres de réussite que d'autres peuples ont eus. Par exemple, si vous prenez le cas du Rwanda, ils ont associé la justice classique avec les mécanismes traditionnels de justice, les gachacha, qui ont amené donc les gens face aux pratiques culturelles et coutumières donc, du pays, à accepter d'avoir commis des fautes, à l'avouer publiquement et à réparer les fautes qu'ils ont commises. Ce qui a permis effectivement à l'autre partie, conformément à leurs coutumes, d'accepter le pardon et de répartir, vivre dans le voisinage de ceux qui ont été les bourreaux. Lionel, chez nous, les forces morales pourraient constituer ce leadership, les religieux, les coutumiers par exemple, à partir du moment où ça pose un problème de crédibilité au niveau donc, des leaders politiques. Non, justement, eux, ils viendraient en soutien à un leadership déjà avéré et révélé. Dans le cas de l'Afrique du Sud, comme le disait Chaka tout à l'heure, et du Rwanda, vous avez eu deux personnalités fortes. Nelson Mandela et l'actuel président rwandais, qui avait le pouvoir de se venger, qui avait le pouvoir de tout casser, de détruire, mais qui ne l'ont pas fait. Et qui, au nom de la paix sociale et au nom de leur volonté à relancer le pays, ont fait appel aux strates que vous venez de citer, les religieux et les traditionnels. Tant qu'au Burkina, nous n'avons pas ce leadership avéré, la personne à qui appartient le pouvoir de décider, de gouverner, c'est à lui de porter la volonté justement d'aller vers cette justice-là. Et cette justice-là, il faut le dire, ça dérange certains qui sont proches de la marmite. Pourquoi ? Parce qu'elle va donner la parole même à ceux à qui on l'avait retiré parce qu'ils étaient de mèche avec telle ou telle autre personne, mais qui sont aussi victimes de par l'insurrection. Et dans cette justice traditionnelle, tout le monde aura le droit à la parole. Il y a des gens aujourd'hui qui occupent des fonctions, mais qui ont commis des faits dont leurs victimes sont toujours assis parce qu'ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas et n'ont pas le droit de parler. Et la justice s'en fout de ces personnes-là parce qu'on n'en tiendra pas compte. Même notre volonté de régler l'insurrection avec cette justice actuelle, on crée de l'injustice en voulant rendre justice. Parce que la question fondamentale, c'est en réalité qui est coupable des 27 années du président Blaise Compaoré et qui ne l'est pas. Qui est co-comptable et qui ne l'est pas. Blaise n'a pas gouverné seul. Il y avait des gens avec lui. Jusqu'à ce qu'il y ait l'insurrection, il y avait des gens qui l'ont permis de modifier et de remodifier encore la Constitution. Ces personnes-là sont où? Et dans la justice traditionnelle, c'est-à-dire qu'on reconnaît une responsabilité pour un passé plus ou moins à long terme. C'est-à-dire qu'on reprend depuis les années 80 jusqu'à remonter jusque-là. Ça demande un renoncement de soi. Mais c'est pas tout à fait... Pour le Burkina, il faut que certains fassent ce travail de renoncement de soi. Tant qu'on ne va pas le faire, on va coller des morceaux, mais on ne collera pas tous les morceaux et donc on va se retrouver toujours
avec des difficultés. D'accord, il nous reste très peu de temps, on va aller au dernier sujet, notamment le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Vous savez, le Burkina, cette semaine, a été un carrefour. C'est là qu'il y a eu ce grand rendez-vous avec une invitée spéciale, la chancelière Angela Merkel. Au cours de leur conclave avec la chancelière allemande, les chefs d'État du G5 Sahel ont manifesté à nouveau leur souhait de voir la force conjointe placée sous mandat onusien. Angela Merkel, qui dit comprendre la nécessité de cette requête, a tout de même notifié le peu de chance de voir les Nations Unies accéder à cette requête pour le moment. Néanmoins, elle évoque l'urgence à agir dans le Sahel. Encore une fois, on a clairement démontré l'urgence en ce qui concerne la menace terroriste dans la région et que c'est une menace qui ne cesse de s'accroître. Et les terroristes agissent rapidement, c'est pour cela que nous devons encore agir davantage rapidement pour ne pas être vaincus. Les présidents l'ont souligné à maintes reprises et je peux uniquement y souscrire pleinement. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de ces 5 États, mais c'est une responsabilité que l'Europe concerne également, car si le chaos prend le dessus, c'est ce que nous tenons à éviter à tout prix, puis cela a également un impact sur d'autres domaines. Nous devons encore renforcer nos efforts, car le temps presse. Ces actions entreprises ne doivent pas être circonscrites seulement au Sahel, mais doivent s'étendre à toute la zone sahélo-saharienne, mentionnent les 5 chefs d'État. Ils ont surtout demandé à la chancelière allemande de plaider pour une position unique de l'Union européenne sur la question de la stabilisation de la Libye. Nous avons également parlé de la situation africaine et notamment dans ses différentes composantes, à savoir la question de la Libye, la question du Soudan, la question de l'Algérie et l'impact surtout de la crise libyenne sur la sécurité dans la sous-région. Et nous avons pensé qu'ensemble, il était important qu'elle use également de son leadership, aussi bien en Europe que dans les autres institutions, pour faire un plaidoyer en faveur du G5 Sahel sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de préoccupation. Les questions d'investissement socio-économique dans l'espace du G5 Sahel ont aussi alimenté les échanges entre les deux parties. Angela Merkel a relevé le fait que la situation sécuritaire qui prévaut empêche les pays du G5 Sahel d'investir dans les secteurs du développement. Tous les pays affectent 15, 20, voire même plus de pourcents de leur budget à la défense et à la sécurité. Donc, beaucoup de projets sociaux, de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui fait que dans le domaine de la coopération pour le développement, nous devons réfléchir comment pouvoir investir davantage. L'autorité du bassin du Niger bénéficiera encore une fois de 60 millions d'euros supplémentaires, mais nous devons réunir nos efforts dans son ensemble. Ce sont donc près de 40 milliards de francs CFA qu'elle annonce comme financement supplémentaire au profit du G5 Sahel. Un peu plus tôt dans la soirée, la chancelière allemande annonçait également un appui financier de son pays à l'endroit du Burkina Faso à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Voilà, l'Allemagne aux côtés du G5 Sahel. Et là, on sent une dame bien au parfum de la situation dans la région et qui même fait des propositions, même sur la question de la réconciliation nationale, on l'a vu parler, même des ethnies, etc. Tout à fait. Mais vous savez que ce sont des grandes nations qui, pour leur leadership, ne lésinent pas sur les moyens, dont une batterie d'analystes et de chercheurs qui travaillent avant que la personnalité politique même ne vienne. Ceci dit, il faut maintenant voir que représente cette visite d'Angela Merkel dans la zone, qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus que n'a déjà apporté les pays qui interviennent déjà dans la zone, en particulier la France. C'est un enjeu géopolitique aussi, justement. Exactement. La France étant déjà très présente donc, dans les pays du G5 Sahel et dans le dispositif du G5 Sahel, il faut s'interroger, qu'est-ce que l'Allemagne peut faire de plus que cette présence française? Est-ce qu'il s'agit d'une intervention de l'Europe tout simplement, qui voudrait
appuyer ou supplanter la présence française avec une nouvelle vision, des nouveaux moyens, etc. etc. Ça, c'est une interrogation qui est ouverte. Il faut aussi se demander pourquoi un pays comme l'Allemagne, qui n'a pas une diplomatie agressive, comme on le sait, ce n'est pas une puissance militaire, c'est une puissance économique. Donc, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans un contexte marqué par l'insécurité, donc des questions militaires, etc. Donc, tout ça, ce sont des interrogations. D'autant que l'Allemagne est aujourd'hui exempte des attaques du terrorisme international sur son territoire en raison d'une sorte de neutralité sur ces questions-là, où on ne discute pas de la même manière des questions de l'État islamique et de Al-Qaïda en Allemagne que l'on le fait en France. Ce qui vaut à la France donc d'être au cœur donc, des attaques. Est-ce qu'en intervenant auprès du G5 Sahel, l'Allemagne ne rentre pas dans le nombre des pays qui sont directement visés en raison des communiqués que le GESIM a déjà fait, en se disant que tous les États qui interviennent dans la zone en soutien donc, à l'initiative des Français sont automatiquement des cibles des attaques terroristes. Sûrement, l'Allemagne est consciente de cette situation. Est-ce que derrière, c'est aussi peut-être un enjeu économique? Exactement. Donc, ça, c'était le dernier élément que je voulais évoquer. Est-ce que l'Allemagne ne veut pas ne veut pas se voir distancée dans la course que se mènent les grandes puissances sur cette zone du pays et du continent, et notamment avec la progression de la Chine, contre laquelle les puissances comme les États-Unis et la France voudraient mettre des garde-fous. Peut-être que l'Allemagne peut voir son espace économique réduit si elle n'est pas présente donc, dans les initiatives qui se déroulent dans le Sahel. Donc tout ça peut être des raisons qui ont justifié que non seulement la chancelière allemande vienne dans une zone difficile comme celle-là, fasse des propositions de soutien financier, mais aussi prenne le risque de se voir attirer des attaques terroristes sur son territoire en appuyant donc les initiatives comme le G5 Sahel. Lionel, de quoi créer une jalousie française, non? Cette visite, c'est quelque part aussi un leadership qui s'affirme sur le continent, sur cette zone, mais avec la clé aussi du soutien financier, près de 40 milliards pour le G5 Sahel et une trentaine de milliards pour le Burkina. Oui, il faut dire que la France n'a plus le monopole d'aller dans les pays, dans ses anciennes colonies. Hein. C'est une guerre à la conquête aux ressources naturelles qui est ouverte, y compris dans un gros blocus comme l'Union européenne. Mais il n'y a pas de quoi faire de jalousie parce que le cas du G5 Sahel est bien tracé au sein de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, justement, les règles sont claires, tout a été bien dessiné. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que nos chefs d'État qui, en tout cas me semble-t-il, ne regardent jamais du côté des intérêts. L'Allemagne est venue, et Angela Merkel, lors de sa rencontre avec les étudiants, et je viens appuyer un propos de Siaka Koulibaly, a dit que le Burkina est attaqué et qu'il faut regarder comment l'Allemagne peut apporter, il faut des équipements aux soldats, et donc il faut regarder comment l'Allemagne peut apporter son soutien. Et l'Allemagne produit, en termes d'équipements militaires, beaucoup, et innove toujours dans l'armement également. Du matériel militaire à vendre. Et donc, du coup, on se pose la question justement de cela. Voilà 5 pays qui ne produisent même pas une seule balle, mais qui ont besoin de tant de milliards justement pour défendre leur territoire subitement, parce que tout simplement, plus à l'extrême nord, il y a eu la Libye qui a été déstabilisée. Et cette question de la Libye a été remise en fait sur la table. Et moi, je pense que les États africains ne jouent pas franc jeu. Ils ne jouent pas franc jeu, mais ils n'ont pas à l'idée en fait de leur puissance lorsqu'ils se mettent ensemble. L'Union africaine, dès la déstabilisation de la Libye, avec tout ce qu'on a vu comme déstabilisation de la zone, devait imposer à ceux qui ont pris la décision d'aller attaquer la Libye une réparation financière d'un montant, etc., quitte à apporter le projet d'une valeur dans un contexte juridique à la Cour pénale internationale ou ailleurs. C'est comme si on n'a pas su anticiper, on n'a pas compris que la déstabilisation de la Libye allait forcément avoir cet impact sur l'ensemble de la région. Je pense que nos dirigeants l'avaient compris. Par contre, ceux qui ont fait cette attaque n'avaient pas mesuré le boomerang qu'ils allaient recevoir en termes d'immigrés
qui sont arrivés sur leur territoire en masse et par milliers. Et je crois aussi que la visite d'Angela Merkel, c'est aussi ça. On sait que l'Allemagne, dans le corridor européen, est le pays qui a reçu le maximum d'immigrés du fait justement de cette vague qui est arrivée justement, dans la période estivale. Elle parle du fait que la crise, la question terroriste empêche les investissements socio-économiques. Quand il n'y a pas d'investissement socio-économique, il y a une vague d'immigration qu'ils prennent en fait en face chez eux. Donc je pense que cette question est très importante pour Angela Merkel. Comment faire pour accompagner ces États-là afin qu'ils puissent remettre sur pied un développement économique, quitte à cantonner un peu une vague immigratoire qui arrive sur ces frontières. Mais au-delà de ça, je pense que ce sont des miettes. Ce sont des miettes parce qu'il y a un coupable à cette situation. Et le premier coupable de cette situation, c'est la déstabilisation de la Libye. Il faut qu'ils payent. Et comment ils doivent payer, c'est à nous, États africains, de quantifier la valeur, de récupérer la ressource et de gérer ce problème-là de manière efficace, parce que ce n'est pas avec les miettes qu'on va résoudre ce problème. Il se trouve que sur la question libyenne, on a encore... L'actualité est là pour rappeler que ces grandes puissances ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ça reste des enjeux. On se bataille, on soutient par exemple Haftar et tout ça. Ça reste un sérieux problème. Mais je voudrais qu'on termine sur le Bénin, pays voisin aussi. Oui, tout à fait. Donc, avec... le thermomètre sociopolitique qui s'est emballé ces derniers... Ça surprend de la part d'un homme comme Talon? Oui, ça surprend énormément, étant donné l'espoir qu'il a suscité à son élection, en disant des choses quand même inédites, en disant « je ne ferai qu'un mandat, je monte au pouvoir avec l'idée de la rupture, etc. etc. » Il avait suscité pas mal d'espoir, non seulement au Bénin, mais même dans les pays africains environnants. Et on a été très déçus de découvrir que certains actes de ce régime-là ne ressemblent aux actes donc, des régimes d'exception, des régimes des partis uniques, etc. Donc avec l'élection catastrophique qui s'est déroulée dimanche dernier. Donc on a pu craindre à un moment donné que le Bénin ne traverse des zones de turbulence extrêmement graves, avec donc la tentative d'arrestation de Yahi Boni qui s'est transformée en même temps en émeute dans Cotonou. Et là, c'est là où je dis toujours que les pays de la sous-région démontrent leur faiblesse mortelle en n'anticipant pas ces questions-là, mais surtout en n'ayant pas des mécanismes suffisants pour endiguer les crises lorsqu'elles surviennent. Vous voyez que la CEDEAO ne propose pas grand-chose sur cette question, en considérant que c'est une question intérieure, dans laquelle les règles universelles des démocraties sont violées. Donc, si on n'intervient pas pour contraindre les gouvernants à respecter, ça devient critique. Voilà, à respecter les règles, on sera obligé de mettre de l'argent pour faire intervenir des armées pour essayer de séparer les belligérants, etc., etc. Donc, moi, je crois qu'il y a un grand renoncement des chefs d'État et des États africains par rapport aux grandes crises qui surviennent dans les différents pays. Espérons que l'Union africaine prenne en charge le dossier béninois et qu'on arrive à imposer un dialogue politique, parce que c'est la seule porte de sortie aujourd'hui, pour régler cette grave crise qui a été créée par l'élection législative dernière. D'accord. Lionel, pour terminer justement sur cette question, on l'a dit tout à l'heure, on souhaite pour la scène politique africaine du sang nouveau, des hommes nouveaux, avec une nouvelle façon de faire, de nouvelles pratiques politiques. Mais là, pour Talon, ça semble être une désillusion. Non, peut-être qu'il n'avait pas les deux. Il était un homme nouveau, mais pas avec une nouvelle façon de faire la politique. Et ça, peut-être qu'il ne l'avait pas incarné, mais il a bien dissimulé son jeu, Talon, parce qu'effectivement, il a suscité une vague d'espoir au niveau de la jeunesse surtout, qui avait vu une méthode présidentielle nouvelle. Et là, on tombe des nues. Mais ce qui se passe au Bénin et qui s'est passé partout ailleurs, d'ailleurs, dans la sous-région, donne l'espoir. Ça veut dire, en fait, qu'on ne peut plus gouverner avec les règles édictées par une constitution. À cela, il faut rajouter la morale et l'éthique. Est-ce que l'action que vous voulez poser, même dans le cadre constitutionnel, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est acceptable? C'est pour ça que je dis qu'en Afrique, notre démocratie africaine devrait se fonder sur des bases morales et éthiques. Et ces valeurs-là, ce sont nos traditions et nos coutumes qui l'encadrent. Merci, messieurs. C'est la fin de ce 7 Info. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.